Bonjour tout le monde et bienvenue à cette conférence Les rendez-vous IA et RH. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'IA et recrutement quand les principes éthiques s'invitent dans les pratiques. Alors, avant de débuter la conférence, quelques mots d'introduction. Donc, cette conférence, elle vous est présentée par le groupe de travail RH du Hub Francia. Une petite présentation brève du Hub Francia. Le Hub Francia est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. Le Hub Francia en regroupe à peu près plus de 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et dans des institutions au niveau national et européen. On mène de nombreuses actions et notamment on mène des actions autour du pilotage des groupes de travail thématiques qui dépendent des intérêts de nos membres. Justement, en parlant de groupes de travail thématiques, comme je vous l'indiquais, cette conférence est proposée par le groupe de travail ressources humaines. Et donc aujourd'hui, nous retrouvons dans le cadre d'une action portée par ce groupe de travail, on se retrouve dans le cadre de cette conférence. Le groupe de travail en deux mots, le groupe de travail RH, ça réunit une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. Et l'ambition du groupe de travail, c'est de transmettre un maximum de connaissances et d'expériences à l'ensemble de la communauté RH, mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Concrètement, ça se traduit par un travail d'évangélisation permis par des publications mensuelles d'épisodes thématiques de notre livre blanc l'IA pour les RH. Par exemple, les 2 précédents épisodes traitaient d'expérience collaborateur et d'onboarding. En juin, donc maintenant, aujourd'hui, nous traitons du recrutement et nous allons aller encore plus loin ensemble aujourd'hui et nous aborderons encore 5 autres thématiques RH d'ici la fin de l'année. Pour pouvoir vous y retrouver, eh bien, tous nos travaux sont accessibles sur le site internet IA pour les RH. Je prendrai le temps de vous publier le lien dans le chat, que ce soit nos épisodes écrits, nos témoignages vidéo ou les replays de nos conférences à l'image de cette conférence qui est enregistrée et vous pourrez accéder au replay par la suite. Pour entrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'utilisation de l'IA pour le recrutement de nouveaux collaborateurs, j'ai le plaisir de partager la parole avec Emmanuelle Blons, et je fais une petite aparté parce qu'Emmanuelle Blons n'a pas réussi à nous joindre aujourd'hui, donc peut-être qu'elle va nous rejoindre en pleine séance ou non. En tout cas, Emmanuelle est conférencière spécialiste de la transformation digitale et des RH et auteure de l'ouvrage « L'entreprise disruptée, les défis de l'IA pour les ressources humaines ». Nous avons également Laurent Bresson, CEO de Data Tell Story, qui lève la main, une startup qui aide ses clients à adresser des problèmes complexes grâce à l'analyse de données. Nous avons également Émeric Kubiak. Bonjour, c'est moi. Qui est Head of Science au sein de Access First, qui développe une solution de recrutement prédictif permettant à ses clients d'anticiper la capacité des candidats à s'épanouir et réussir en poste. Et enfin, nous avons Delphine Potvin. Bonjour à tous. Product Manager R&D au sein de Davy, qui travaille sur des techniques de traitement automatique du langage pour insérer une dimension émotionnelle à leur technologie d'IA. Voici pour l'introduction quelques points purement pratiques. Vous avez donc accès au chat, comme vous avez commencé à le faire en bas à droite. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, vraiment, je vais le répéter plusieurs fois dans le chat, mais les questions, il y a un onglet questions juste à gauche du bouton chat et vous pouvez poser vos questions directement dedans. L'ensemble des questions qui seront posées, on va avoir une session de questions-réponses de 15 minutes à la fin de la conférence et on pourra venir, dans l'ordre chronologique des questions, si tout se passe bien, venir adresser les questions aux différents intervenants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Tout de suite, sur la partie 1, exemple d'utilisation de l'IA au service de recrutement, je vous propose, avant d'interroger les questions éthiques en lien avec l'utilisation de l'IA au service du recrutement, d'illustrer ces utilisations par des exemples concrets. Delphine, par exemple, que proposez-vous au sein de David par rapport à cette thématique? Merci Pierre. Alors, donc chez Davy The Humanizers, nous sommes éditeurs de logiciels. Donc, on va développer et commercialiser des agents conversationnels qui sont experts d'un métier. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de comprendre les demandes, les requêtes et les besoins d'un utilisateur et d'y apporter une réponse immédiate, rapide et experte. Donc, on a des agents conversationnels qui sont déployés dans divers secteurs, le tourisme, l'éducation, la santé, le commerce, par exemple. Et la particularité de nos agents virtuels,
c'est d'une part qu'ils sont fondés sur des technologies de compréhension du langage naturel, donc d'IA, qui sont françaises, qui sont développées chez nous, mais aussi qu'ils bénéficient de notre propre IA émotionnelle. Alors, l'IA émotionnelle, c'est quoi? C'est d'une part la capacité de ces agents à détecter les émotions ou les états émotionnels d'un utilisateur, de raisonner sur cet état émotionnel, mais également de faire preuve eux-mêmes de compétences sociales en les exprimant à travers leur communication, qu'elle soit verbale, donc dans les mots qu'ils vont choisir, mais aussi non verbale, c'est-à-dire au travers de gestuels, d'expressions faciales, etc. Et donc, la Société Devy, elle développe actuellement un produit qui est dédié au recrutement et qui fait ma présence ici. Il s'agit d'un assistant digital de recrutement qui va être capable de conduire un entretien de préqualification pour les candidats de manière autonome et responsive. Et donc, cela apporte un premier niveau de lecture à la fois des compétences métiers, les hard skills, et les compétences plus sociales et relationnelles, les soft skills, de ces candidats, basés donc sur des indicateurs qui sont observables et mesurables grâce à des techniques d'analyse automatique du langage, mais également de vision par ordinateur. Super. Eh bien, merci beaucoup Delphine. Aymeric, qu'en est-il au sein d'Assess First? Alors déjà hyper intéressant du côté de Delphine. Nous, chez Assessor, du coup, on va être une solution SaaS avec une grande mission qui est de permettre aux individus, que ce soit des collaborateurs, des candidats, des entreprises, de mieux se connaître et aussi de prendre de meilleures décisions dans la gestion de leur carrière ou dans la gestion des talents. Et ça va reposer, on va dire, pour vraiment synthétiser, sur 3 grands piliers. Déjà, côté candidat, ça va être de leur permettre de prendre conscience de leur propre talent naturel, de ce qui les distingue des autres, de ce qu'ils font mieux et de ce qui les motive. C'est-à-dire qu'on a du coup 3 tests psychométriques de personnalité, de motivation et de raisonnement que chaque candidat ou collaborateur peut compléter pour avoir accès à des informations sur sa personnalité, etc. Donc vraiment permettre à chacun de se construire un parcours de carrière optimisé. Ensuite, côté entreprise, c'est vraiment leur fournir une solution qui est encore une fois basée sur différents algorithmes et qui va leur permettre de mieux manager leurs talents, de prendre de meilleures décisions en réussissant à prédire la réussite et l'épanouissement d'une personne dans un contexte spécifique. Et enfin, c'est aussi mettre en relation ces deux mondes, de vraiment créer une solution qui va permettre de faire du lien entre candidats et aussi entre entreprises pour vraiment permettre aux candidats de trouver l'entreprise et le poste qui va le plus leur correspondre et à l'inverse, permettre aux entreprises d'aller sourcer des candidats qui correspondent pleinement à leurs attentes. Donc, vraiment une solution qui se base sur ce qu'on va appeler potentiel comportemental. Donc, on essaye vraiment de dépasser tout ce qui va être parcours professionnel, CV, parcours d'études, etc., pour valoriser ce côté qui sont réellement les personnes et leur diversité. Donc, in fine, toutes les questions éthiques liées aux algorithmes et à l'IA dans les RH, c'est un peu notre quotidien. Merci Aymeric pour le complément. Laurent, est-ce que tu souhaites compléter le tableau dressé par Aymeric et Delphine? Tout à fait. Donc, moi, je suis président de la société Datatel Story qui a pour objectif en fait de répondre à partir de vos données disponibles à des questions complexes grâce à l'IA qu'on a développée. Ça va permettre en fait de donner des prescriptions. Donc, nous aidons en fait les sociétés en fait, par exemple, à pré-traiter les CV qui peuvent arriver par centaines pour pouvoir faire une sélection. Encore une fois, l'intelligence artificielle n'a que pour objectif de vous accompagner, avoir une aide en fait à la décision. On intervient également aussi pour promouvoir l'égalité homme-femme, plutôt l'égalité femmes-hommes via l'intelligence artificielle, également faisant des études à partir de vos bases de données pour pouvoir faire ressortir si l'égalité et l'équité est correctement respectée. Eh bien, merci à tous les trois pour ces apports qui permettent de bien se représenter comment l'IA vient changer les pratiques de recrutement. Un petit rappel à l'ensemble des participants, comme prévu, hein, vous pouvez toujours poser vos questions à travers l'onglet questions qui est donc juste à gauche de l'icône chat. Et nous allons maintenant passer à la partie 2 qui est débat sur les questions éthiques. Donc, tous ces exemples nous amènent à interroger les questions éthiques autour de l'utilisation de l'IA et notamment la notion d'explicabilité du système.
Selon vous, en quoi cette question est centrale dans le cadre du recrutement? Et je m'adresse aux 3 participants. Alors, déjà, je pense qu'on a tous été, une fois au moins dans notre vie, où on le sera tous, confrontés à la problématique de passer un entretien d'embauche, ou en tout cas d'être dans un processus de recrutement. Et de par cet élément-là, je pense que la question éthique est centrale dans le recrutement, parce que c'est un processus qui est humain avant tout, qui touche plus ou moins tout le monde et qui va impacter profondément la vie des individus. C'est donc légitime de vouloir s'assurer que les individus ont les mêmes droits et sont traités de la même manière, ou en tout cas de manière égalitaire, quand il s'agit de prétendre à un emploi. Et donc, c'est naturellement que cette question, qui est issue de la problématique autour du recrutement, va se transposer lorsque ce recrutement fait appel, pour tout ou partie, à des dispositifs artificiels, et notamment à des outils basés sur des méthodes d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'identifie, c'est que finalement, les craintes que pose l'IA dans le processus de recrutement, elles ne sont pas tant cristallisées autour du résultat qui va être généré par le système, parce que il est crucial que l'humain conserve son rôle décisionnel. Et finalement, la problématique, elle se pose plutôt sur la manière dont on va obtenir le résultat. Donc, quel est le traitement et quel est le calcul qui a permis à la technologie de rendre son verdict, disons. Et donc, l'une des, grandes problématiques ou difficultés qu'on rencontre aujourd'hui en termes d'acceptation ou d'adoption de l'IA, que ce soit dans les entreprises, mais également auprès du grand public, finalement, c'est que le fait que les algorithmes de deep learning, notamment, ne nous permettent pas d'apporter un niveau d'explicabilité qui est suffisant pour fournir des précisions, des explications quant aux éléments qui ont permis d'obtenir un résultat. Et en l'occurrence, le résultat, ici, ce serait que le candidat ou la candidate soit recruté ou ne le soit pas. Donc, on pourrait se dire que le résultat, c'est le seul élément qui est important lorsqu'il s'agit d'effectuer un recrutement, mais ce n'est pas vrai lorsque l'on va traiter de la vie des gens. On a un devoir, une nécessité d'apporter une explication suffisante pour pouvoir justifier les choix des RH et du coup s'extraire de potentielle discrimination ou injustice quant à la décision qui est prise. Alors, sur la base de ce postulat, je pense qu'on peut proposer 2 lignes, de réflexion. La première, c'est qu'on parle beaucoup de cette question d'explicabilité des algorithmes, sauf que tous les algorithmes qui sont utilisés dans le recrutement ne font pas appel à du deep learning et donc ne sont pas basés sur des milliers et des milliers de données. Et il est tout à fait possible d'envisager des technologies qui s'appuient sur des règles décisionnelles qui ont été éditées par des individus humains et qui vont justement préciser les caractéristiques sur lesquelles doivent se baser le calcul. Et donc, on retrouve notamment des modèles à base de règles comme les ontologies ou tout ce qui a trait à la logique d'inférence en machine learning. Et puis, le deuxième élément, je pense, qui est important de rapporter, c'est vraiment l'investissement qui est mis au sein des laboratoires de recherche, mais aussi des équipes de R&D dans l'industrie. Et donc, tous ces chercheurs en informatique et autres disciplines associées qui développent ces dernières années, en tout cas qui cherchent à développer des modules d'explicabilité des algorithmes. Et ce sont des techniques qui vont permettre de remonter le résultat qui est fourni par l'algorithme pour définir les caractéristiques ou en tout cas les données qui ont été les plus saillantes et qui ont permis à l'algorithme de fournir un résultat. Alors évidemment, ce sont des approches qui sont innovantes, qui sont assez récentes, qui sont très fastidieuses parce qu'on sait que aujourd'hui, si on se base sur des gros modèles de deep learning, on peut identifier plusieurs milliers de caractéristiques différentes qui ont amené à un résultat qui ne sont pas toujours identifiables. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, au-delà de la difficulté, c'est vraiment l'énergie qui est mise aujourd'hui pour essayer finalement de rendre les modèles de deep learning plus explicables. J'enchaîne du coup, totalement aligné avec ce que peut dire Delphine. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a nombreuses librairies, notamment sur Python. J'en discutais avec un data scientist hier, par exemple, une librairie qui s'appelle Eli5 pour Explain Me Like I'm 5, si je ne me trompe pas, qui permet justement de venir expliquer d'un point de vue statistique ces différents algos.
Donc c'est vraiment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le champ de l'explicabilité en IA, c'est un champ d'étude vraiment spécifique. Mais pour moi aussi, pour comprendre pourquoi cette question d'explicabilité, elle est centrale aujourd'hui dans notre quotidien et dans les activités autour de l'IA, je pense qu'il ne faut pas détacher cette notion de la cible de l'explication. Vraiment identifier la cible à qui on va s'adresser, puisque, in fine, les bénéfices de cette explicabilité, les questions auxquelles répondre, le niveau d'explication à donner, aussi le langage à utiliser, ça va dépendre de ce que les gens vont chercher, de ce qu'ils vont faire de cette explication et de leur objectif. Par exemple, est-ce que c'est un utilisateur RH de l'algorithme qui va justement faire évoluer, optimiser ses décisions à partir de l'algorithme? Est-ce que c'est un candidat qui pourrait, on va dire, avoir sa vie impactée de par la décision et être récepteur en quelque sorte de la décision finale prise sur base de l'algo? Est-ce que c'est le concepteur lui-même? Est-ce que c'est un législateur qui a pour rôle de mettre en place des règles, des lois justement pour on va dire, régir l'usage de l'algorithme? Donc je pense que la première chose à faire pour comprendre pourquoi cette question est centrale, c'est vraiment d'identifier la cible de l'explication. Et derrière, en identifiant la cible de l'explication, ça va nous permettre vraiment de faire émerger les différentes on va dire, justifications qui nous amènent à avoir ce besoin d'explicabilité et le pourquoi. Déjà, si on se positionne côté, on va dire, récepteur de la décision, donc par exemple dans le contexte RH avec des candidats, et Delphine l'a très bien mentionné, l'usage d'algorithmes, ça va venir, on va dire, en quelque sorte influencer et structurer la décision finale, donc arbitrer notre futur. Et ça, c'est vrai quel que soit le domaine on va dire, de la société et pas uniquement dans le recrutement au RH. Ensuite, côté aussi, on va dire, candidat ou aussi utilisateur RH, ça va aussi permettre de démontrer et de justifier d'un niveau on va dire d'équité et de fairness qui soit adéquat. Donc vraiment prouver le caractère juste de l'algorithme. Et ça, je prends notre exemple chez Assessor, c'est un travail qu'on fait vraiment au quotidien, puisque toutes les conversations qu'on peut avoir avec nos clients, aussi avec certains gros clients, on va dire, qui dépendent de l'État, c'est ce besoin d'explicabilité, il se retranscrit à travers cette nécessité de justifier que on va dire la réponse algorithmique, c'est-à-dire ce qui ressort de l'algorithme, c'est équitable. Donc, savoir si les recommandations faites qui vont sortir du système, elles sont en quelque sorte aveugles à certaines variables, notamment les variables, on va dire, démographiques comme le genre, l'âge, l'origine ethnique, etc. Ensuite, on va avoir aussi besoin d'explicabilité pour tout simplement promouvoir l'usage, je vais dire un usage bénéfique des algorithmes et réduire la perte d'incertitude qui peut encore persister dans leur utilisation par certaines personnes. Et là-dessus, on a énormément d'études, surtout dans le domaine RH notamment, qui montrent qu'un niveau simple d'explication sur le fonctionnement de l'algo, ça va permettre de considérablement booster son usage. Par exemple, on a des études, si je ne me trompe pas, sur tout ce qui va être système de recommandation on va dire, de job offer, donc vraiment pousser des offres de postes à des candidats, et on se rend compte dans certaines études qu'en ajoutant un certain niveau d'explicabilité, les candidats vont être beaucoup plus réceptifs. Donc je pense que là-dessus, ce qu'il faut vraiment comprendre, et je trouve que c'est un champ d'études passionnant en psycho, c'est que dans le fond des choses, les gens ne sont pas forcément réfractaires à l'usage des algorithmes, mais ils ont besoin d'explications. Et ça renvoie vers toutes les théories, on va dire, d'accompagnement du changement, notamment une prof que j'ai eue aux HEC Montréal, qui a beaucoup bossé sur les phases de préoccupation dans un changement. Et on se rend compte que dans tout type de changement, notamment dans l'implémentation d'outils d'IA, les gens vont avoir besoin de répondre à différents niveaux de préoccupation en fonction de leur avancée dans le changement. On va commencer par une phase de préoccupation qui est vraiment centrée sur l'utilisateur, c'est-à-dire que la personne va avoir besoin de réponses sur comment ça va m'impacter moi en tant que personne, est-ce que ça peut remettre en question mon job, etc. Et on va avoir un cheminement comme ça où les préoccupations et les questions vont être beaucoup plus après orientées sur le produit en lui-même, sur ses capacités. Ensuite, on va passer sur un champ plus sur qu'est-ce que je peux faire à mon niveau de mieux pour mieux utiliser l'outil. Et donc, au final, on a vraiment un cheminement qui est naturel dans tout changement et qui va nous permettre de mieux cibler les besoins à un moment précis, de porter de meilleures explications pour faire accepter le changement.
Ensuite, l'explicabilité, pour moi, elle va aussi être importante pour les concepteurs eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, si un éditeur, un concepteur d'algo n'est pas en mesure d'expliquer son algorithme, il ne peut pas le faire évoluer, il ne peut pas le débugger, il ne peut pas l'améliorer. Et ça va être très aussi important si on identifie d'autres cibles, comme par exemple les législateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de législation, de régulation quant à l'usage des algorithmes. Mais pareil, aujourd'hui, je pense que si vous allez à l'Assemblée nationale et que vous demandez aux députés ou autres qu'est-ce qu'est un algorithme, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, quels sont les risques, etc., on va se retrouver avec des réponses assez naïves. Donc, je pense qu'il y a aussi un besoin d'explicabilité pour ces publics-ci, pour que les règles qui soient mises en place soient légitimes, soient harmonieuses et totalement pertinentes. Eh bien, merci Delphine et Émeric pour ces retours d'expérience. Qu'est-ce que ça vous évoque quant à la place de l'humain dans l'utilisation de l'outil par rapport à ce que vous avez notamment présenté comme sujet? Ouais, alors, moi, j'aimerais bien compléter effectivement ce que disaient Delphine et Émeric, où évidemment, je suis totalement aligné avec eux et d'accord avec ce qu'ils étaient en train d'expliquer. Mais effectivement, hein, l'humain doit être, quoi qu'il arrive, au centre de la problématique, que ce soit du point de vue du recruteur ou du recruté, par exemple. Et l'IA doit être considérée vraiment comme une aide à la décision. C'est vraiment le mot aide ici qui est extrêmement, extrêmement important. Et de cette façon, en fait, on s'assure que l'éthique est toujours entre les mains d'une décision humaine. Donc l'IA va apporter en fait une vision exhaustive que l'homme ne peut pas conceptualiser en fait. Et puis ensuite, chaque recruteur peut imposer à l'IA des contraintes que son recrutement impose. Donc, de cette façon, il est possible de s'assurer de l'égalité, voire même on pourrait plutôt parler d'équité de traitement des CV, par exemple. Et comme je disais au départ, également sur des sujets comme l'égalité femmes-hommes. Donc, ce qui est certain en fait avec cette méthode, pour les cas où moi j'ai des clients où ils ont des centaines de personnes qui répondent à une annonce, et il faut bien évidemment mettre en forme les critères de choix pour qu'ils soient pris en compte. Et là, on s'assure que ce sera pris en compte de façon totalement exhaustive. Merci Laurent pour ce complément. Émeric, oui. Ouais, juste pour compléter sur ce côté humain, puisque nous, c'est des discussions qu'on a vraiment énormément avec nos clients sur est-ce que les algorithmes, est-ce que la data, est-ce que l'IA, en quelque sorte, ça ne va pas déshumaniser le process de recrutement, etc. Et est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas essayer de prendre le pouvoir, etc. et j'aurai plus de place. Pour moi, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fiction autour de l'IA, justement, qui vont promouvoir un peu cette IA sous forme, on va dire, avec l'atteinte d'un point de singularité où l'IA a une conscience, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et il y a vraiment une erreur qu'on fait, c'est de confondre, on va dire, intelligence et domination, de sorte que si on a une forme de vie intelligente, que ce soit une forme de vie extraterrestre, l'IA, etc., elle va vouloir dominer. Sauf qu'aujourd'hui, l'IA, elle ne sera pas confrontée, on va dire, à une sélection naturelle. Vous m'entendez encore? J'ai un petit problème de connexion. Oui. Le temps qu'Émeric se reconnecte. Désolé, c'est bon. Parfait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc oui, tout ça pour dire que aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, en fait, il y a une erreur de conception, une erreur fondamentale d'attribution qui est de se dire on va confronter IA et homme, de sorte de se dire qui va prendre de meilleures décisions, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça soit lié à toutes sortes de technologies. Les technologies en soi, elles vont pas créer de réelles évolutions. C'est vraiment leur réappropriation par l'homme qui va permettre d'en faire de réelles évolutions. Et je pense que vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'utilisation de l'IA, ça nous permet vraiment de nous recentrer sur l'évolution humaine en tant que telle, sur notre plus-value en tant qu'homme.
puisque comprendre l'IA, ça va nous challenger, nous, sur nos apprentissages, sur notre compréhension, sur notre humilité, etc. Et aussi, ça va nous amener à davantage travailler en équipe, puisque aujourd'hui, on se rend compte qu'on a par exemple beaucoup de startups ou autres qui vont proposer des produits et proposer d'automatiser des process métiers dont elles ne sont pas expertes, en fait. Et je pense que vraiment, pour construire une IA qui soit efficace, qui soit pertinente pour tous et pour éviter que des gens aient à subir l'IA, je pense que c'est vraiment recréer et redynamiser les synergies collectives entre différentes expertises métiers, que ça soit impliquer des experts RH dans les process de développement d'IA pour avoir leur feedback, des psys par exemple sur notre domaine, des experts aussi de l'intelligence artificielle. Je pense que justement, l'IA nous permet de nous réinterroger sur vraiment quel impact on veut avoir nous en tant que société et comment évoluer en fait tous ensemble. Je pense que construire un futur où les applications bénéfiques de l'IA dominent, on pourra y arriver, mais en vraiment se recentrant sur nos synergies collectives et sur notre capacité aussi à apprendre. Donc, pour moi, l'IA, en fait, si on la considère en tant que, comme le disait Laurent, en tant qu'outil, ça, au-delà d'une peur à avoir sur l'IA va vouloir dominer, etc., pour moi, c'est l'inverse. C'est justement, l'IA va nous permettre d'être encore plus efficace et plus efficace, on va dire, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc je pense que c'est important d'avoir cette petite nuance en tête, en fait. Merci Émeric. Il nous reste quelques minutes pour finir notre présentation. Donc, on entend souvent notamment le fait de parler de biais au sein de toute cette thématique IA. Quelle est, Delphine, ta vision sur les risques de reproductibilité de ces biais et donc la confiance que les utilisateurs peuvent placer dans le système d'IA? Alors effectivement, la question autour de l'IA tourne très régulièrement autour de la problématique des biais. Alors déjà, juste un petit rappel, il y a vraiment deux types de biais dont on entend souvent parler dans l'IA qui prennent racine de manière très différente. Alors déjà, d'une part, on va avoir tout ce qui est biais dits algorithmiques qui font aussi référence à la fairness des algorithmes. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Émeric, la capacité du système à bien fournir le résultat sur la base du raisonnement qu'on attend de lui. Donc, pour rappeler un petit peu grossièrement comment vont fonctionner les algorithmes de deep learning, on va avoir une première phase d'apprentissage qui est faite sur des données qui sont qualifiées par l'être humain. Donc, elles sont ce qu'on appelle labellisées. En tout cas, on va donner des indications à ces données pour que le système puisse apprendre ces indications. Et ensuite, dans une deuxième phase, il va pouvoir généraliser son apprentissage sur de nouvelles données, donc des données qu'il ne connaît pas encore. Et donc, si on veut parler de biais algorithmiques, on peut en citer un en particulier, c'est l'overfitting. On en parle assez souvent. C'est un petit peu ce moment où l'algorithme va, disons, trop bien apprendre. Il va trop bien apprendre certaines relations dans les données de son jeu d'apprentissage, et ce qui fait que derrière, il ne va plus être capable de voir les autres relations qui existent dans un nouveau jeu de données avec des données qu'il n'a encore jamais vues. Si on devait illustrer ça avec un exemple très trivial, si on a un algorithme qui permet de reconnaître un chat sur une image, si on lui fait voir des milliers d'images de chats à quatre pattes et que l'algorithme apprend trop bien, le jour où on lui montre un petit chat avec malheureusement une petite patte en moins, le système ne sera plus capable de distinguer que c'est un chat parce que la relation un chat à quatre pattes aura pris le poids sur d'autres éléments comme un chat à deux oreilles, à du poil, etc. Voilà, donc c'est un petit peu un moyen simplement d'illustrer cette problématique de l'algorithme qui est vraiment interne à l'algorithme, comment l'algorithme fonctionne, comment il calcule. Et en fait, on s'est aperçu au travers des recherches en informatique que il existait finalement plus d'une vingtaine de biais algorithmiques, en tout cas ceux qu'on a pour l'instant identifiés. Mais là encore, les chercheurs travaillent pas mal justement à développer des méthodes et des modules pour réguler ces biais afin de s'assurer, comme le disait Émeric tout à l'heure, que les algorithmes vont bien effectuer le travail qu'on attend d'eux, c'est-à-dire que le traitement qu'ils vont générer est bien celui qui est attendu. Seul le résultat n'est pas suffisant, on a vraiment besoin de savoir que ce qu'ils font, c'est ce qu'on veut d'eux.
Et puis ensuite, on a un deuxième type de biais que l'on retrouve, et c'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, ils sont propres à l'être humain, propres à notre cerveau, et ils vont nous amener à obtenir un résultat qui est incohérent lorsqu'on va traiter une information. Donc, c'est quelque chose qui est classique, que l'on retrouve chez toutes et tous, qui est propre à l'espèce humaine et qui est basé sur la manière dont le cerveau en fait va créer des relations et va apprendre des expériences passées. Et si on veut citer un exemple de biais, on va souvent parler des stéréotypes qui sont vraiment un biais très prégnant dans la problématique du recrutement. Et donc, on va tous avoir tendance, à un moment donné, à négliger certaines informations ou au contraire, à surestimer certaines informations lorsque on va faire un traitement d'une personne, par exemple, pour que finalement, cette personne, elle réponde de manière inconsciente, évidemment, à la propre représentation que nous avons de la personne ou des caractéristiques que nous avons associées à cette personne. Et donc, le problème, on commence à le comprendre aisément, c'est que les algorithmes, notamment les algorithmes de deep learning, ils vont apprendre sur des jeux de données qui ont été labellisés par des humains, en tout cas des données humaines. Et donc, fatalement, on va retrouver ces mêmes biais cognitifs dans la manière dont ils vont apprendre sur la base des données humaines. Et si on prend l'exemple du recrutement et de l'entretien d'embauche, si on propose à un algorithme d'apprendre à discriminer un entretien satisfaisant d'un entretien qui n'est pas satisfaisant sur la base d'entretiens qui ont précédemment été évalués par un recruteur humain, eh bien, finalement, on se rend compte que si ce recruteur humain, il va avoir inconsciemment une tendance, par exemple, à favoriser les hommes dans son recrutement, ou alors les personnes qui sont issues de son école de commerce, ou des personnes qui viennent de sa région, ou qui font le même sport que lui. Voilà, donc tous ces éléments qui finalement ne devraient pas être saillants dans la prise de décision, eh bien, on s'aperçoit que l'algorithme va aussi baser sa décision sur ces caractéristiques parce que il les perçoit comme saillantes, alors qu'elles ne devraient pas l'être, évidemment. Et pour finalement un petit peu rebondir et compléter ce qui a été précédemment évoqué par Laurent et par Aymeric, on entend souvent, en tout cas dans le grand public, dans les médias, en politique aussi, beaucoup, on entend souvent dire que l'IA, elle est dangereuse parce que il y a un risque de perte de contrôle et que l'IA prenne une décision, donc hors du contrôle humain. Mais ce qu'on a du mal à se rendre compte, c'est que en fait, l'être humain aussi est en proie à prendre de mauvaises décisions, est en proie aux biais cognitifs. Ça a été extrêmement étudié en sciences cognitives, en neurosciences, en psychologie sociale. Et donc finalement, on a peur de quelque chose qui existe déjà. Qui serait plutôt intéressant, c'est de se dire, OK, il faut qu'on tire le meilleur parti finalement des technologies d'intelligence artificielle et le meilleur parti du traitement cognitif humain parce que finalement, en fait, les écueils de ces deux traitements sont différents. Il y en a, mais ils sont différents. Il faut essayer d'en tirer le meilleur parti, je pense, et comprendre les mécanismes qui sont sous-jacents pour essayer progressivement d'apporter un traitement qui soit de plus en plus juste, de plus en plus équitable et qui prenne en considération toutes ces discriminations qui ont été évoquées, comme les données de genre, les données ethniques ou encore effectivement les problématiques de distribution entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'il y a vraiment un problème de paradigme. En fait, le prisme par lequel on pose la question de l'IA est pas toujours le plus évident. Je vais rebondir rapidement sur ce que disait Delphine et faire un tout petit exemple très, très rapide, Pierre. Imaginez par exemple qu'il y a des biais en fait humains qui peuvent être détectés justement par l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez qu'en fait vous disiez je veux conserver une égalité homme-femme à chaque strate. Si vous arrivez à la dernière strate, enfin, ou l'avant-dernière, vous pouvez dire par exemple il n'y avait que des hommes pour passer au stade du dessus, donc c'est normal que ce soit un homme qui était choisi. En fait, en réalité, ce qu'il faut regarder, c'est que redescendre en fait dans les strates et se rendre compte pourquoi certaines femmes ne sont pas montées au strates du dessus. Et en réalité, du coup, si la proportionnalité n'a pas été respectée, et en fait, en réalité, quand au dernier niveau, vous allez pouvoir sortir un graphique en disant non, en fait, en réalité, nous, on a respecté, mais pas à tous les niveaux. Et donc là, il y a un biais
Et ce biais-là, justement, c'est de l'intelligence artificielle qui fait ressortir. Voilà, je voulais juste compléter avec ça. Merci Delphine pour la présentation et Laurent pour le complément. Avant de passer à la conclusion, peut-être une dernière question avec une réponse concise, si possible, Émeric, pour qu'on ait le temps d'accorder des questions-réponses à nos participants. Donc, en fait, finalement, ce qu'on retient, c'est qu'on a tendance à faire plus facilement confiance à l'intuition humaine. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance naturelle ? Alors, rapidement, cette surconfiance en l'intuition humaine, ça rejoint un peu ce que Delphine disait sur tous les biais. Ça repose sur ce qu'on appelle en psycho un biais de supériorité illusoire, qui nous fait penser que, quel que soit le domaine, on va avoir des capacités, on va dire, qui vont être supérieures à la moyenne. Un exemple tout bête que vous pouvez faire avec vos amis, c'est de leur demander s'ils pensent conduire mieux que la moyenne de la population. Et 90% vont dire oui. Mais 90% qui conduisent mieux que 50% de la population, c'est statistiquement bizarre. Et donc, au final, il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment par Daniel Kahneman et Tversky, qui ont beaucoup bossé sur ces biais dans la prise de décision. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs qui ont vraiment des points de vue divergents sur la prise de décision, avec une personne qui est plus analytique et l'autre qui est plus naturaliste, mais qui sont quand même arrivés à un point d'entente pour dire que le développement d'intuition, ça passait par trois facteurs. Déjà, ça passe par le besoin de prendre une décision dans un environnement stable et prévisible. Donc là, on voit direct que dans le recrutement, c'est pas possible puisque c'est par définition un domaine instable. Par exemple, avec des événements de vie de la personne qu'on a recrutée qui peuvent venir impacter sa performance, sa volonté de poursuivre avec l'entreprise, etc. Deuxième condition, c'est d'avoir énormément d'entraînement. Mais quand je dis énormément d'entraînement, ça chiffrait à plusieurs milliers de recrutements par semaine. Et là, j'espère qu'il n'y a vraiment aucun recruteur qui a cette charge de travail, sinon c'est problématique. Et dernier point, c'est d'avoir un feedback immédiat et, on va dire, non ambigu sur la qualité de la décision. Donc, vraiment savoir si la personne qu'on a recrutée est performante immédiatement. Et ça, c'est pas possible, puisque déjà, la personne va arriver en général 2 à 3 mois après la décision de recrutement en fonction de la période de préavis. Et en général, évaluer la performance, on va le faire 6 mois, 1 an après. Et la personne qui a recruté la personne, le candidat plutôt, aura pas ce feedback. Donc au final, on se rend compte que ces trois conditions en recrutement ou dans les autres activités RH sont pas remplies, ce qui empêche le développement d'une intuition efficace. Et juste, je te reprends encore 15 secondes pour reboucler aussi sur ce que disait Delphine et qui est intéressant. Je pense, et aussi dans la question que tu avais pu poser, je pense qu'il faut aussi comprendre que d'un point de vue, on va dire, philosophique, je ne sais pas si c'est un beau mot, mais on ne peut pas faire confiance à une IA, en fait, puisque l'IA n'a pas de conscience, etc. Et elle va faire ce pourquoi elle a été programmée. Et c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des exemples comme Amazon où on a eu plein d'articles sur l'IA est sexiste, elle discrimine, etc. Mais en soi, elle a juste fait ce pourquoi elle a été programmée et entraînée. Donc la confiance entre humain et machine, en quelque sorte, ça ne peut pas exister puisque la machine n'est pas douée de conscience. La confiance, ça va se développer entre deux êtres qui ont une conscience. Et donc je pense que c'est important aussi d'aller, on va dire, un scope en avance pour vraiment se dire est-ce que j'ai aussi confiance dans les personnes qui ont développé, entraîné cet algorithme. Je pense qu'on va dire, si je peux me permettre, ce contrat de confiance, même si je n'ai pas envie de mettre Darty en avance, ça se passe plus entre l'éditeur lui-même et les personnes qui ont construit l'algorithme et l'utilisateur plutôt qu'entre l'utilisateur et l'IA. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a de nombreuses études qui sont hyper intéressantes de Johanna Bryson à Munich qui bosse énormément sur ce sujet-ci. Merci Émeric et surtout merci à tous les trois pour votre partage. Donc, en conclusion, on voit que nos échanges ont permis d'illustrer l'importance d'avoir ces réflexions éthiques dans le cadre de l'utilisation des systèmes d'IA au service du recrutement et qu'il existe un paradoxe entre ce que nous acceptons d'un être humain comparé à ce que nous exigeons de l'outil d'IA. Contrat de confiance, ça fait une très bonne transition, comme tu l'indiquais, Émeric. Quoi qu'il en soit, je retiendrai que l'outil IA renferme un second paradoxe, celui de permettre de replacer l'humain au centre des attentions.
Nous poursuivrons ces réflexions lors du prochain rendez-vous IA et RH le mardi 12 juillet qui portera sur l'utilisation de l'IA dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On vous met le lien dans le chat pour pouvoir vous inscrire si vous le souhaitez. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la session de questions-réponses comme promis. Alors, si je prends les questions dans l'ordre et surtout de manière neutre, c'est-à-dire je vais citer textuellement les questions. On a une première question de Simon Baron. Merci Simon. Donc la question est, est-ce qu'on a besoin d'imposer une explicabilité des modèles si on peut par ailleurs garantir le non-adverse impact de l'algorithme? Dit autrement, si on montre que la recommandation de l'algorithme est éthique / non discriminatoire, pourquoi chercher à l'expliquer à des personnes qui ne le comprendront pas? Peut-être réponse du côté de Delphine et Émeric, vu que vous aviez partagé sur l'explicabilité. Oui, alors je vais faire une réponse assez rapide et ensuite je laisserai la parole à Émeric. Je pense que quelle que soit en fait la décision qui est prise, on juge qu'elle soit discriminante, non éthique au contraire, finalement, c'est indispensable d'être capable de dire quels ont été les éléments sur lesquels on s'est basé, ne serait-ce que pour le candidat. C'est-à-dire qu'un candidat, et d'ailleurs, c'est une problématique dans le recrutement de manière générale, le fait que les candidats n'ont pas de feedback sur la décision des recruteurs. C'est-à-dire qu'ils ont été pris ou ils n'ont pas été pris, et finalement, ils ont très peu d'insight sur quels ont été les éléments déclenchants de la décision, qu'elle soit positive ou négative. Et le souci aussi, je dirais, c'est que si on n'a pas de moyens de s'assurer de ce qui s'est passé sur le plan algorithmique, comment être certain qu'il n'y a pas de décision discriminante ou qu'il n'y a pas de décision qui soit non éthique? Nickel. Du coup, j'enchaîne. Trois choses. Première chose, c'est que je pense que toute cette partie non-adverse impact de l'algorithme et le prouver, pour moi, ça fait partie intégrante de cette partie explicabilité et des études justement pour montrer que l'algo ne va pas discriminer en fonction du genre ou autre. Pour moi, ça fait c'est de l'explicabilité. Deuxième chose sur la partie pourquoi chercher à expliquer à des personnes qui ne comprendront pas. Pour moi, encore une fois, et je vais en revenir à cette partie cible de l'explication qui va nous permettre justement d'adapter le vocable, le niveau d'explication, les détails pour que chacun puisse être en mesure de comprendre ce qu'il doit comprendre. Par exemple, si on s'adresse à des candidats, on ne va pas aller dans le détail qu'on pourrait attendre d'un autre expert qui va nous aider, par exemple, à faire évoluer le produit. Et dernière chose, je pense qu'il ne faut pas non plus confondre explicabilité et transparence. La transparence, ça suppose vraiment on va dire le partage de l'algorithme en tant que tel, etc., les données d'entraînement, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on franchit encore un scope. Mais pour moi, oui, encore une fois, c'est pas le non-adverse impact, ça va faire partie de l'explicabilité. Et après, la partie ne le comprendre pas, ça dépend du niveau d'explication que les éditeurs et les concepteurs vont donner. Et on se rend compte dans de nombreuses études que juste une explication de quelles données ont été prises en compte dans le calcul, ça satisfait par exemple des candidats sur les systèmes de job offer, etc., sans entrer dans le détail de comment chaque variable a été prise en compte, quel est son poids, etc. Par exemple, si on a un algo qui prend en compte la personnalité, les motivations, l'expérience, juste mentionner que ces variables-ci sont prises en compte, ça reste pertinent. Et il y a de nombreuses études qui montrent que si on n'a pas cette part d'explicabilité, l'algo peut être aussi puissant qu'on veut et avoir les meilleurs résultats du monde, il ne sera pas utilisé en fait. Donc, je pense qu'il y a aussi une balance à avoir entre performance et impact que l'algo peut avoir, puisque développer le meilleur algo du monde pour qu'il ne soit pas utilisé, pour moi, ça reste un peu bête quand même. Juste pour rajouter un dernier élément illustratif sur ce que vient de dire Émeric, il y a aussi simplement une forme de certification en fournissant des variables, par exemple, sur lesquelles on sait que l'algorithme ne basera pas son jugement. Il y a des modèles, des modules en fait, qui ont été développés récemment qui permettent d'extraire de la décision certaines variables comme le genre, comme l'ethnie et l'âge sur des entretiens vidéo différés qui sont analysés de manière automatique, pour ne citer que cet exemple de travaux de la littérature. Finalement, simplement donner au candidat l'information que l'analyse automatique ne sera pas faite sur ces caractéristiques-là,
je pense que c'est une information qui est suffisamment bas niveau et accessible à tous et qui peut, comme le dit Aymeric, faire une grande différence dans la manière dont on va apprécier le processus. Et je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup d'acceptation, que chacun prenne conscience du potentiel de l'IA, etc. Mais pour moi, sans ça, on n'y arrivera pas. On aura toujours des articles un peu sensationnalistes, je vais y arriver, un peu racoleurs. Et voilà, quoi. Je pense que c'est vraiment un élément essentiel. Vu qu'on a dépassé le temps, je propose de sélectionner une dernière question. S'il y avait des questions additionnelles, on va vous remettre le lien de notre site internet. Et si vous voulez reposer votre question qu'on n'a pas pu adresser ou bien des questions additionnelles, vous aurez le contact des participants. Donc, je prends dans l'onglet questions la question de Charles Kera. Avez-vous déjà rencontré une situation où la prescription et recommandation de l'algorithme ne s'alignent pas avec le jugement ou l'intuition du professionnel RH ? Exemple, recommandation de recruter quelqu'un qui ne semble pas présenter le profil idéal. Est-ce que l'un de vous trois souhaiterait rebondir sur cette question ? Je peux y aller, mais ça, je pense qu'encore une fois, ça arrive tous les jours. Et même nous, en tant que, par exemple, notre exemple chez Assess First, on va se dire, mince, l'algo ne le recommande pas, mais il a l'air top, etc. Et je peux prendre mon exemple personnel quand j'utilisais la solution Assess First, mais quand j'étais en cabinet conseil, où je devais recruter pour ma propre équipe. J'ai vraiment, on va dire, j'ai été, on va dire, en quelque sorte séduit par un candidat que je pensais qui a révolutionné vraiment l'équipe, etc. Parce qu'il avait, encore une fois, il avait le bon profil, le profil idéal, mais il avait, on va dire, une adéquation assez faible sur les modèles que j'avais créés dans Assessors. Je me suis dit, je vais y aller quand même, en tout bon humain que je suis, en misant sur ma superbe intuition très peu efficace. Et je me suis rendu compte que quelques semaines après, c'était peut-être un des pires choix de ma carrière pour d'autres raisons. Mais tous les petits points qui étaient gênants, qui étaient problématiques, on va dire les questionnaires de personnalité, l'algo, me l'avaient montré. J'ai juste fait le choix, encore une fois, par illusion de supériorité, de y aller pour me rendre compte quelques temps après que je m'étais bien foiré. Donc ça, je pense que c'est une réalité au quotidien. Et encore une fois, il y a de nombreuses études qui montrent que quand un dirigeant ou un décisionnaire RH va être confronté à on va dire un décalage entre son intuition et la recommandation de l'algo, il va plus parfois faire confiance à son intuition, mais ça reste dans de nombreux cas une erreur. Merci. Eh bien, merci à tous les trois encore une fois, Delphine, Laurent, Aymeric, pour ce partage et également pour vos réponses aux questions. Encore une fois, là, je m'adresse aux participants. Vous pourrez, via le site internet IA pour les RH, retrouver les contacts. Donc, si vous avez des questions supplémentaires ou besoin de compléments, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, on pourra les relayer aux participants. Et prochaine session, pour rappel, le 12 juillet. On vous a également mis le lien de connexion pour cette prochaine session IA les rendez-vous IA et RH, donc toujours sur le même format Livestorm en distanciel. Et dernier petit rappel, vous aurez donc cette séance, comme je l'ai indiqué, qui est enregistrée. Donc vous allez avoir normalement le replay qui va se générer automatiquement et qui sera disponible pour l'ensemble des participants. Merci encore tout le monde et puis on vous souhaite une excellente fin de journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Au revoir.